Buenas tardes. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement andorran de m'avoir invité à l'université d'été. C'est pour moi un très grand honneur, mais je dois dire que je suis ravie de découvrir votre pays et je suis comblée par l'accueil qui m'a été offert aujourd'hui. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher d'établir des parallèles entre nos deux pays. Donc, le Grand-Duché, le Principat, déjà les noms, ce sont des anachronismes. Nous sommes des survivants d'une autre époque, et pourtant, nous sommes bien ancrés dans le présent. Et puis, nous sommes deux petits pays, entourés de grands voisins, qui souvent nous méprisent un petit peu. Si. Et en même temps, je sens souvent une certaine envie aussi. Ils nous envient en même temps. Et il y a une troisième chose qui me frappe, c'est le plurilinguisme. Je ne sais pas si ma présomption est exacte, vous me le direz par la suite. En tout, l'utilisation des langues me semble compliquée. Et en tout cas, nos habitants ont plus d'une langue pour pouvoir s'exprimer. Donc je m'arrête là pour les ressemblances et je vais me faire un plaisir de vous faire découvrir l'école de mon pays, et donc pour cela je dois parler un tout petit peu du pays. Donc petit pays avec ses 2586 km², situé entre l'Allemagne, la France et la Belgique. Le Luxembourg était longtemps le plus petit pays de l'Union européenne et nous avons été détrônés récemment par Malte. Avec ses 512 300 derniers recensements habitants, le pays n'est pas surpeuplé. Nous avons une densité de 197 habitants par km², donc c'est pas énorme. Et pour autant, la population du Luxembourg a augmenté de plus de 130 000 habitants en 20 ans. Et le flux migratoire ne tarit pas, ça continue. Et à cette population résidente, il faut ajouter 150 000 frontaliers qui passent tous les jours la frontière depuis la France, la Belgique, l'Allemagne pour venir travailler à Luxembourg. La capitale, la ville de Luxembourg, compte à peu près 100 000 habitants, donc un cinquième du pays, de 154 nationalités différentes. Mais le Luxembourg, c'est bien plus qu'une capitale, et j'aime à souligner que c'est un vrai pays. Donc il y a le nord du pays, que nous appelons montagneux, mais bon, en face des Pyrénées, je me sens bien modeste, les Ardennes ne représentent pas grand-chose. Le nord du pays, avec son activité agricole et artisanale, le centre du pays qui regroupe les activités financières et les institutions européennes. Ensuite, la région de l'Est, qui est caractérisée par ses vignobles, et finalement le sud du pays, la région la plus peuplée, industrielle, et dont les paysages rappellent le passé minier du pays. Car si le Luxembourg est membre fondateur de l'Union européenne, ce n'est pas à cause de sa taille, c'est sans doute à cause de sa position géographique, mais surtout grâce à l'importance de l'industrie sidérurgique dans les années d'après-guerre. L'exploitation minière a débuté au Luxembourg à la fin du XIXe siècle et elle est à l'origine de la prospérité du pays. Aujourd'hui, cette activité n'est plus que marginale dans l'économie du pays. Le Luxembourg a connu une grave crise dans les années 70 et une importante restructuration a eu lieu donc dans les années 70 et 80, pendant lesquelles les services financiers ont remplacé la sidérurgie comme moteur de l'économie. Reste quand même que le Luxembourg est aujourd'hui le siège d'ArcelorMittal, ce qui n'est pas toujours très glorieux, mais bon, même si l'activité sidérurgique est réduite à sa portion congrue. Le Luxembourg est connu aujourd'hui comme place financière, comme siège de nombreuses institutions européennes et bien sûr du groupe RTL, qui au siècle dernier a beaucoup contribué à faire connaître le pays au-delà de nos frontières, à une époque où dans d'autres pays les radios étaient sous le contrôle très strict de leur gouvernement. Évidemment, l'enseignement a dû s'adapter aux changements de société et aux changements économiques. À la création de l'État luxembourgeois, c'était en 1839, l'école devait former une petite élite autochtone qui était capable d'administrer le pays et de prendre le relais de l'administration étrangère qui jusque-là gérait le pays.
Ensuite, à la fin du 19e et du début du 20e siècle, avec l'essor de la sidérurgie, l'économie luxembourgeoise avait besoin d'une main-d'œuvre ouvrière qualifiée. Et l'école s'est attelée à développer la formation professionnelle. Est venu mai 1968, qui ne provoqua pas de grands bouleversements à Luxembourg, mais la démocratisation de la société a obligé l'école à s'ouvrir et à offrir un enseignement secondaire et donc par là l'accès aux études universitaires à un plus grand nombre de jeunes. Les voies de qualification à l'intérieur des lycées se sont diversifiées et les jeunes filles eurent droit au même enseignement que les garçons. Les lycées devinrent mixtes en 1969. Et ce système d'enseignement est resté en gros le même jusqu'à aujourd'hui, du moins en ce qui concerne les structures. Et ce n'est une chose encore qu'il faut mentionner, ce n'est qu'en 2003 que fut créée l'Université de Luxembourg, après d'âpres discussions sur l'opportunité de créer une université ou non. Jusque-là, les jeunes luxembourgeois partaient à l'étranger et se formaient dans les meilleures universités en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, non pas aux Pays-Bas, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, ce qui c'était considéré comme un grand avantage, un enrichissement pour les jeunes qui quittaient le petit territoire pour voir le monde, mais c'était aussi un enrichissement pour le pays puisque après leurs études, ces jeunes revenaient avec des savoir-faire très diversifiés des différents pays. Mais il faut dire que cette contrainte de partir à l'étranger, mais vous la connaissez, constituait aussi une certaine barrière pour les enfants de familles moins favorisées. La jeune Université de Luxembourg offre aujourd'hui des formations dans le domaine du droit, de l'économie, des sciences de l'éducation et dans certains domaines des sciences. Mais le souci de faire partir les jeunes à l'étranger est resté puisque la loi oblige les étudiants de l'Université de Luxembourg de passer au moins un semestre d'études dans une université d'un autre pays. Voilà en résumé l'histoire de l'école luxembourgeoise. Mais il est intéressant de relever qu'il n'y avait pas, pratiquement pas, d'école privée à Luxembourg, sauf que les sœurs catholiques offraient un enseignement pour les jeunes filles. Ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui puisque nous avons 3 écoles privées internationales et les écoles européennes qui scolarisent les enfants des fonctionnaires européens. Mais la question des écoles privées, manifestement, n'a pas intéressé nos ancêtres, puisque les pères de la Constitution luxembourgeoise y ont attaché si peu d'importance à tel point qu'ils n'ont pas consacré un mot à la question de la liberté de l'enseignement. Ils ont attribué à l'État l'obligation d'organiser l'enseignement en passant sous silence le problème des relations avec les écoles privées. Il faut dire que la mainmise de l'évêché sur l'école était totale à l'époque. Encore aujourd'hui, l'enseignement religieux catholique fait partie du cursus scolaire à raison de 2 heures par semaine, même si depuis 1969, les parents ont la possibilité, et par la suite les élèves, ont la possibilité d'opter pour un cours alternatif d'enseignement moral. Depuis 100 ans, les mouvements laïcs revendiquent la suppression des cours de religion à l'école. Jusqu'ici, cette revendication n'a pas abouti. Mais ce monopole de la religion catholique à l'intérieur de l'école commence à poser un véritable problème, alors que du fait de l'immigration, la population du Luxembourg n'est plus exclusivement catholique. Aujourd'hui, les musulmans, essentiellement les musulmans des Balkans, constituent la 2e communauté religieuse au Luxembourg. Et il reste une spécificité de l'école luxembourgeoise qui se maintient depuis la création de l'école à Luxembourg, c'est le régime des langues. Donc là aussi, il faut un mot d'explication. Le Luxembourg se trouve donc à la frontière de 2 cultures et de 2 langues. Il s'est développé sur le territoire qui formait la frontière entre l'Empire romain et le monde germanique de l'autre côté. Alors, à la création de l'État luxembourgeois, quand la Belgique voisine est devenue indépendante en
En 1839, le Luxembourg est devenu indépendant, mais la partie francophone du Luxembourg, qui jusque-là faisait partie du duché, cette partie francophone a été attribuée à la Belgique. Donc le Luxembourg nouvellement créé était monolingue, comptant une population qui parlait le francique mosellan, un dialecte germanique. Donc l'allemand s'imposait, ou il aurait dû s'imposer, comme langue principale. Et pourtant, en 1839, les Luxembourgeois ont décidé de maintenir un régime linguistique original dans lequel le français et l'allemand n'avaient pas chacun son territoire géographique, mais un territoire fonctionnel. Le français était la langue écrite des notables et l'allemand était la langue d'écriture et de lecture des classes populaires. C'est seulement par la suite, au cours du XXe siècle, que le luxembourgeois s'est imposé comme langue. Aujourd'hui, le Luxembourg a 2 langues officielles, le français et l'allemand, et une langue nationale, le luxembourgeois. Subtile nuance. Donc, en principe, juste une petite description. La langue de l'administration, de la justice, c'est le français. Les lois, les jugements des tribunaux sont rédigés en français. Mais les procès-verbaux des agents de police ou des huissiers de justice sont rédigés en allemand. Et le citoyen peut s'adresser à l'administration au choix, en français, en allemand ou en luxembourgeois, et l'administration est obligée de lui répondre dans la même langue. La langue politique est le luxembourgeois. Les débats au Parlement se font en luxembourgeois, les ministres s'expriment en luxembourgeois, la radio et la télévision émettent quotidiennement en luxembourgeois. Donc une famille luxembourgeoise de souche, autochtone, parle le luxembourgeois à la maison, lit les journaux en allemand, regarde le plus souvent la télévision en allemand et en luxembourgeois, parfois en français, reçoit les communications et avis officiels en français et parfois en 2 langues, allemand et français. De plus en plus, bien sûr, comme dans tous les autres pays, l'anglais gagne du terrain et en même temps, les nouveaux moyens technologiques promeuvent le luxembourgeois. Longtemps utilisé uniquement en tant que langue parlée, le luxembourgeois s'écrit de plus en plus dans les SMS, dans les mails, qui sont considérés sans doute comme un moyen de communication moins formel où on peut se permettre d'écrire à la légère. Donc un luxembourgeois moyen est donc véritablement plurilingue, dans ce sens qu'il se sert de plusieurs langues à la fois, en parallèle. Le code switching, donc le passage d'une langue à une autre dans une même phrase, est très courant et vous vous faites parfaitement comprendre à Luxembourg. Mais les choses se compliquent quand vous jetez un regard sur la population. Sur les 512 300 habitants que compte le Luxembourg, 285 000 sont de nationalité. Non, c'est l'inverse. 285 000 sont de nationalité luxembourgeoise. La population non luxembourgeoise dépasse les 44%. Ce sont essentiellement des citoyens européens, parmi lesquels les Portugais forment la communauté la plus importante. Ils sont 28% de la population au Luxembourg. Et évidemment, les nouveaux arrivants continuent à parler entre eux leur langue maternelle et ils se débrouillent pour communiquer dans une des 3 langues du pays. Donc au trilinguisme traditionnel luxembourgeois, allemand, français vient se superposer le plurilinguisme des individus qui constituent la population du pays et qui varie selon les familles et selon les milieux. Donc de ce fait, dans les rues de Luxembourg, vous entendez parler toutes les langues. Il n'y a pas une langue dominante. Ce qui est formidable pour le visiteur qui vient à Luxembourg, et ce qui est une manne pour le chercheur en langue et cependant un casse-tête pour l'école. Et d'ailleurs, depuis la première loi sur l'enseignement au Luxembourg, qui date de 1843, la question de l'enseignement des langues n'a pas quitté le débat politique et à chaque réforme, il suscite les débats les plus passionnés. Alors, le système scolaire. Donc, les enfants sont scolarisés obligatoirement à 4 ans. Ils passent 2 années en préscolaire, 6 années à l'école primaire et sont ensuite orientés vers 3 ordres d'enseignement différents. Une filière
que je qualifierais de noble, donc le lycée classique, qui prépare aux études universitaires, une filière mixte, dont certaines sections permettent d'accéder aux études supérieures et d'autres mènent à des formations professionnelles. Et puis, il y a une formation de base qui est destinée aux élèves les plus faibles. Il faut dire, rien de très original, le système scolaire luxembourgeois ressemble à bien des égards au système allemand, sauf en ce qui concerne le régime des langues, parce qu'il y a 3 langues de l'école, le luxembourgeois, l'allemand et le français. Et leur utilisation varie en fonction de l'avancement des élèves dans le cursus scolaire. Mais chaque enfant, qu'il soit doué pour les langues ou non, doit avoir une certaine maîtrise des 3 langues pour réussir, quel que soit l'ordre d'enseignement dans lequel il est engagé. Et bien sûr, les enfants apprennent aussi l'anglais à l'âge de 13 ans et ils peuvent opter pour une autre langue vivante. Mais pour revenir aux langues de l'école, donc une des missions du préscolaire, c'est de faire apprendre le luxembourgeois à tous les enfants, surtout aux enfants issus de l'immigration. À 6 ans, ensuite, les enfants sont alphabétisés en allemand et l'allemand devient alors, à côté du luxembourgeois qui est utilisé pour les communications moins formelles, l'allemand devient la langue d'enseignement, à l'école primaire. L'alphabétisation en allemand nécessite un apprentissage d'une nouvelle langue, mais la proximité de l'allemand avec le luxembourgeois fait que pour un enfant dont la langue maternelle est le luxembourgeois, ce passage est facile. Il est aussi accepté comme une nécessité puisque c'est le passage d'une langue essentiellement orale à une langue plus formelle, une langue académique qui donne accès aux apprentissages. Ensuite, à partir de la 2e année de l'enseignement primaire, donc quand les enfants ont 7 ans, le français est introduit et gagne progressivement en importance et il devient la langue véhiculaire à la fin du cursus scolaire. Donc tous les enfants apprennent d'abord les mathématiques, l'histoire, la géographie, la biologie, enfin tout ce que vous voulez, d'abord en allemand et à partir d'un certain âge, ils changent de langue véhiculaire et ils font les mêmes matières en français. La maîtrise de l'allemand et du français est donc la condition pour une réussite scolaire. Ce trilinguisme de l'école luxembourgeoise est un atout formidable pour les élèves qui réussissent et il pèse lourd sur les enfants moins doués ou alors sur des enfants qui sont moins bien encadrés par leur famille. Les luxembourgeois sont fiers, ou du moins je peux dire qu'ils ont longtemps été très fiers de leur école. Et je donnerai 3 raisons. D'abord, parce que l'école publique arrivait à scolariser la totalité des enfants. L'enfant du riche côtoyait l'enfant du pauvre sur les mêmes bancs de l'école. Donc des amitiés se nouaient entre enfants immigrés et enfants autochtones et ces amitiés perduraient au-delà de l'école. L'école était et elle est en partie toujours un formidable instrument de socialisation qui explique sans doute en partie la paix sociale que connaît le Luxembourg. Elle a aussi développé chez les jeunes un sens de la citoyenneté que je qualifierais d'honorable, puisque nous avons fait une étude en 2009, International Civic and Citizenship Education Study, 38 pays ont participé, et cette étude a évalué les connaissances et les compétences des élèves de la 2e année de l'enseignement postprimaire, donc des élèves de 13 ans, dans le domaine de l'éducation politique et citoyenne, et elle a examiné les attitudes des jeunes face aux questions liées à la citoyenneté et la manière dont ils sont préparés à assumer leur rôle de citoyens du XXIe siècle. Et le Luxembourg fait partie des pays où les attitudes des élèves envers l'égalité des droits des immigrés sont les plus favorables. Et le même résultat est observé pour les attitudes envers l'égalité des droits des différents groupes ethniques. Et d'autre part, dans beaucoup de pays, les élèves ont peu de confiance dans leurs institutions civiques. Ce n'est pas le cas au Luxembourg, où il y a une confiance relativement grande envers le gouvernement, étonnant, et la société, mais elle est relativement faible envers l'école. Bon, la 2e raison de fierté, c'est, je pense, la maîtrise de 2 ou de 3 langues confère toujours aux enfants issus de l'école luxembourgeoise un sentiment de supériorité par rapport aux voisins.
Ils ont de l'aisance dans le contact avec les jeunes des autres pays. Et les bacheliers qui sont issus de l'école luxembourgeoise sont capables de suivre des études supérieures dans des pays francophones, germanophones, anglophones, ce qui bien sûr leur ouvre des perspectives formidables. Et finalement, il y a au Luxembourg une étroite connotation entre le succès professionnel et le succès scolaire. Très rares sont les personnalités luxembourgeoises qui ont réussi leur carrière sans avoir été de bons élèves. Donc, il était facile d'en déduire que l'école offre des chances de réussite et qu'il suffit de bien travailler à l'école pour connaître l'ascension sociale. Bon, cette conviction et cette confiance dans l'école est cependant mise à mal depuis un certain nombre d'années. Depuis que l'informatique permet d'établir rapidement des statistiques et que sont établies des comparaisons entre différents pays, il est devenu patent que l'école luxembourgeoise présente aussi son côté ombre. Le redoublement. Nous connaissons des taux de redoublement extrêmement élevés. Chaque 5e élève a déjà du retard scolaire à l'école primaire. Et ce retard s'accentue au lycée. Nous sommes, selon la dernière publication de l'OCDE, les champions du redoublement. Les taux de réussite dans le délai normal est le plus bas de tous les pays au Luxembourg. Il est de 41% seulement, alors que la moyenne de l'OCDE est de 61%. Mais ce taux augmente de 30%, donc il arrive à 71% si on allonge le délai de 2 ans. Comme le dit gentiment le rapport, au Luxembourg, il est plus courant que les élèves redoublent 1 ou plusieurs années d'études. Bon, selon nos enquêtes, les Luxembourgeois, les enseignants aussi bien que les parents croient dans les vertus du redoublement. Alors que toutes les données de la recherche concordent pour dire que le redoublement est de tous les moyens de remédiation le moins bon. Mais donc, ce redoublement coûte cher, puisqu'il faut garder les jeunes plus longtemps à l'école, et pour une grande partie des jeunes, il a un effet de démotivation. Sauf, évidemment, s'ils sont bien encadrés par leur famille qui les incite à continuer leurs études. Et puis, il y a les décrocheurs, donc les jeunes qui abandonnent à 16 ans l'école. Il est important, le taux de décrochage, donc de jeunes qui quittent l'école sans avoir obtenu de diplôme, était de 17,2% en 2004, quand j'ai commencé mon premier mandat. Il est actuellement à 9%. Il est stable depuis 3 ans. C'est un résultat dont je suis un peu fière, mais il faut dire que si on imagine que pratiquement chaque 10e enfant quitte l'école sans avoir de perspective d'avenir, ça reste un résultat dramatique, puisque ces jeunes n'ont pas les compétences indispensables pour trouver un travail et pour participer à la société dans tous ses aspects. Bon, nous avons beaucoup travaillé pour réduire le taux de décrochage, donc nous suivons systématiquement les élèves qui quittent l'école prématurément, nous leur proposons un accompagnement, nous créons des classes spéciales avec une offre diversifiée qui correspond mieux à leurs intérêts et aussi souvent à leur capacité langagière. Nous avons fait de très bonnes expériences aussi avec des classes de redoublants, étonnant, ce qui m'a étonné parce que je n'y croyais pas trop. Mais bon, il faut inventer sans arrêt de nouvelles manières, de nouvelles offres scolaires. Et puis vient le plus dur, c'était les performances du Luxembourg dans l'étude PISA. Les performances des jeunes luxembourgeois de 15 ans, enfin des jeunes de l'école luxembourgeoise de 15 ans, se situent à peine et sont légèrement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, aussi bien en ce qui concerne les tests en compréhension de l'écrit qu'en mathématiques et en sciences, alors que le Luxembourg est le pays qui a l'école la plus chère de tous les pays participants. Alors nous cherchons bien sûr des explications, mais toutes les explications que nous trouvons mettent à rude épreuve notre tradition de l'école.
Donc, pour ce qui est des mathématiques et des sciences, nous avançons comme explication que les élèves consacrent davantage de temps à apprendre des langues que dans d'autres pays, 25% du temps d'enseignement, ce qui est beaucoup, et qu'il est donc difficile de trouver le temps disponible pour développer des compétences en d'autres matières que les langues. En ce qui concerne les compétences en compréhension de l'écrit, nous avons du mal à trouver des explications. Est-ce que notre enseignement est trop mauvais? Est-ce parce que les enfants ne passent pas le test dans leur langue maternelle? Ou faut-il se résigner à accepter que des enfants plurilingues atteignent des performances moindres que les enfants monolingues? PISA pointe également le côté discriminant de l'école luxembourgeoise. Les écarts de performance entre élèves natifs et élèves étrangers sont plus prononcés à Luxembourg que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et les écarts entre élèves issus de milieux socio-économiques favorisés et ceux issus de milieux favorisés sont encore plus grands. Ils vont jusqu'à 2 ans de retard d'apprentissage. Donc, est-ce dû à la formation plurilingue qui est exigeante pour tous les élèves, même pour des enfants luxembourgeois? L'obligation d'acquérir des compétences dans les 3 langues n'est pas sans poser des difficultés. S'y ajoute que 44% des enfants scolarisés dans l'école luxembourgeoise n'ont pas comme langue maternelle le luxembourgeois. Ce pourcentage est à la hausse, puisqu'à l'entrée au préscolaire, 62% des enfants ne parlent pas le luxembourgeois à la maison. Or, les élèves qui ne parlent pas le luxembourgeois ou qui n'ont pas comme langue maternelle le luxembourgeois ne peuvent pas transférer vers l'allemand une connaissance intime du luxembourgeois. Ils peinent donc à atteindre les niveaux en langue exigés et accumulent les échecs scolaires, surtout s'ils cumulent le handicap de la langue et de l'origine sociale défavorable. Alors nous avons bien sûr, nous cherchons à remédier à cette situation. Et parce que la spécificité du système luxembourgeois est le multilinguisme pour tous les enfants, pas seulement pour une élite d'enfants, nous nous sommes d'abord penchés sur la question de l'enseignement des langues. Nous avons demandé au Conseil de l'Europe d'examiner le cas du Luxembourg et suite au rapport remis et discuté en 2005, nous avons élaboré un plan d'action langue que nous sommes en train de transposer laborieusement, je dois dire. Les différentes actions se laissent grouper en 3 grands chantiers: définir des objectifs, adapter le mode d'évaluation et mobiliser les enseignants. Donc, le premier, fixer des objectifs, ça semble évident. Mais pour les personnes qui ont réussi à Luxembourg et qui sont issues de l'école luxembourgeoise, beaucoup d'entre eux atteignent des niveaux de maîtrise dans les 3 ou même les 4 langues, si j'ajoute l'anglais, proches de celui du locuteur natif. Donc ces personnes sont évidemment admirables et implicitement, elles représentent pour le monde éducatif le modèle à imiter. Le trilinguisme est compris instinctivement comme l'addition de la maîtrise complète et parfaite de 3 langues. Or, cette représentation, cette idée du trilinguisme n'est pas réaliste, à part quelques exceptions notables que nous voulons bien sûr préserver. La maîtrise des différentes langues est normalement déséquilibrée et elle ne correspond pas non plus à un besoin réel. Toutes les professions n'exigent pas des compétences identiques d'expression et de compréhension en 3 langues. Cela me semble évident aujourd'hui, mais il a fallu le regard externe des experts du Conseil de l'Europe pour nous rendre attentifs à cette évidence. Et suivant leurs recommandations, nous sommes donc en train de préciser des objectifs d'apprentissage pour chaque langue. Nous nous basons sur le cadre européen des langues et nous fixons des socles en expression orale, expression écrite, en compréhension orale et en compréhension écrite. Et ces socles servent aussi d'indicateurs pour l'orientation vers les différentes filières de l'enseignement. Par exemple, un élève qui se destine à un travail administratif a besoin de plus de compétences en 3 langues qu'un autre élève qui se destine à une carrière scientifique ou technologique pour lequel il suffit qu'il atteigne un haut niveau de compétences dans une langue. Parallèlement, nous avons modifié le système d'évaluation. Traditionnellement, l'évaluation en langue reposait sur l'appréciation de l'écrit.
à la limite, on pouvait dire que l'apprentissage des langues vivantes se pratiquait comme l'apprentissage d'une langue morte, ce qui n'était pas très motivant pour les élèves. Et maintenant, l'exigence de prendre en compte pour l'évaluation les 4 domaines, donc l'expression écrite, bien sûr, la compréhension de l'écrit, mais aussi l'expression orale et la compréhension de l'oral, diminue le poids de l'écrit et permet à des élèves qui ont une connaissance honorable de la langue, sans être parfaits en grammaire ou en orthographe, ils reçoivent parfois un signe d'encouragement. Et nous sommes également en train d'imposer dans toutes les écoles la distinction entre l'évaluation formative, qui atteste les performances de l'élève au cours du cycle d'apprentissage et permet de mesurer ses progrès, non pas par rapport à une moyenne de la classe, mais par rapport à lui-même, et d'autre part l'évaluation certificative en fin de cycle qui atteste le niveau atteint à la fin du cycle. Mais le plus difficile, je l'avoue, c'est de convaincre les enseignants qu'ils acceptent ce changement et qu'ils soient capables aussi de l'appliquer en classe. Le système éducatif luxembourgeois a la chance de disposer d'un corps enseignant qui possède de très hautes compétences linguistiques. Cette haute compétence est sans doute un préalable pour un enseignement multilingue, mais il ne représente pas que des avantages, car leur formation conforte les enseignants dans une représentation de la langue qui est enseignée comme une langue maternelle. Et cette expérience ne les prépare pas en soi à l'enseignement des langues ou d'autres disciplines, à l'enseignement des mathématiques ou des sciences, à l'aide de langues véhiculaires qui ne sont pas des langues maternelles comme nous le pratiquons à Luxembourg. Et en plus, les enseignants sont en général issus de familles à langue maternelle luxembourgeoise, ils sont passés par le système luxembourgeois et souvent ils n'ont pas conscience des difficultés que peut représenter l'apprentissage des langues de l'école à partir d'une autre langue maternelle. Et donc ils reproduisent en partie l'enseignement tel qu'ils l'ont vécu eux-mêmes pendant leur scolarité. Et j'avoue que la prise de conscience des enseignants n'est pas encore assurée, même si je constate dans beaucoup d'écoles des évolutions positives. Bon, j'en viens aux réformes. L'école luxembourgeoise a, bon, je suppose comme toutes les écoles du monde, sa face d'ombre et sa face de lumière. Et nous sommes en train de réformer l'école pour l'adapter aux changements dramatiques de la population résidente, et puis aussi aux exigences du monde moderne et de l'économie, qui requiert plus que jamais des hommes et des femmes hautement qualifiés, puisqu'il n'y a plus guère d'emploi dans nos pays pour des personnes non qualifiées. Et je dois dire quelque chose qui me tient à cœur, la démocratie, pour fonctionner dans notre monde si compliqué, a aussi besoin de gens capables de se former, de participer au débat et de se former des idées sur des sujets compliqués. Il faut donc qualifier au plus haut niveau possible le plus grand nombre de personnes. Et vous me direz qu'il doit être facile de prendre des décisions dans un petit territoire où chacun connaît chacun. Mais précisément ce voisinage implique que ce sont toujours les mêmes points de vue qui s'achoppent avec leur lot de conflits qui sont parfois virulents, parfois méchants. Et puis, je dois dire que dans un pays prospère, qui jusqu'ici a été épargné par la crise, beaucoup ont tendance à fermer les yeux et à ignorer les développements de sociétés qui pourtant rendent inévitables les adaptations d'une école qui a fait ses preuves dans le passé, jusque récemment, mais qui risque d'être débordée par les changements. Et je ne prêche pas la révolution. Je pense que l'enseignement ne s'y prête pas. L'enseignement repose précisément sur la tradition, sur le transfert d'une génération à l'autre de savoir et de valeurs. Donc, il s'agit de transmettre le meilleur de notre héritage et en même temps de développer les compétences pour demain. Voilà l'enjeu. Ça fait 8 ans que je suis ministre de l'Éducation nationale au Luxembourg et donc nous avons commencé par réformer l'enseignement primaire. La loi a été adoptée il y a 3 ans. Je vais simplement énumérer les éléments essentiels. Donc d'abord, l'introduction de la notion de compétence
expliquer qu'il ne suffit pas que le programme ait été vu par toute la classe, mais que les enseignants doivent s'assurer que les élèves savent appliquer leur savoir dans des situations diverses. Donc, nous avons défini des socles de compétences pour les différents cycles de l'enseignement préscolaire primaire pour toutes les matières. Ensuite, le système d'évaluation, j'en ai déjà parlé. Donc, d'une part, une évaluation formative pour encourager les élèves et leur montrer leur progrès, et d'autre part, l'évaluation certificative à la fin du cycle. Troisième élément, une redéfinition de la tâche de l'enseignant avec l'obligation de s'organiser, de se concerter en équipe. Quatrième point, une plus grande participation des parents d'élèves, mais aussi des élèves. Et en cinquième lieu, une plus grande autonomie pour les écoles, avec le corollaire qu'elles doivent établir ensemble avec les autres partenaires, les enseignants, ensemble avec les partenaires de l'école, un plan de réussite scolaire qui définit les priorités de l'école pour 3 années. La transposition de toutes ces mesures dans la pratique est laborieuse. Et la grande difficulté pour les enseignants est de toute façon de gérer l'hétérogénéité croissante de la population scolaire. Bon, il est évident que leur tâche est difficile et que l'adaptation au changement est souvent douloureuse. Et actuellement, je suis en train de finaliser, ou j'essaie de finaliser, un projet de loi qui doit transposer les grands principes aussi dans l'enseignement secondaire. Et ce projet rencontre pour le moment beaucoup d'opposition. Donc, je ne me prononcerai pas sur l'issue des débats qui vont reprendre dès le mois de septembre. Mais nous avons initié un certain nombre de projets ces dernières années qui donnent quand même des signes encourageants. Et je voudrais en parler brièvement. J'ai déjà mentionné le plan d'action langue. D'un autre côté, nous nous employons à allonger le temps de présence des élèves à l'école. Et entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'octroyer plus de cours scolaires par semaine aux élèves, mais d'organiser au sein des écoles ou dans des structures annexes des activités de loisirs. En effet, trop d'enfants rentrent après les classes dans un foyer vide et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et comment peuvent-ils gérer des conflits quand ils restent tout seuls devant la télévision ou leur ordinateur? C'est au cours du temps passé avec d'autres qu'ils peuvent apprendre les valeurs, la tolérance, le respect réciproque, les valeurs démocratiques que l'école doit enseigner. Donc il faut du temps pour éduquer. Et c'est souvent le temps qui manque à l'école, alors que les élèves passent d'un cours à l'autre et parfois à un rythme effrayant. Donc cet allongement de temps à l'école vaut pour tous les enfants. C'est une offre, c'est pas une obligation. Et parmi les nombreux projets que nous avons initiés dans ce cadre depuis quelques années, les plus prometteurs sont les projets culturels. Ateliers de théâtre, ateliers de musée, ateliers de musique. Et nous concentrons ces offres culturelles en ce moment sur les élèves qui ont le plus de difficultés scolaires et nous voyons des progrès notables. Ces élèves retrouvent confiance en eux-mêmes, ils reprennent goût au travail et les problèmes de discipline diminuent dans ces classes. Un autre exemple que j'aimerais bien citer, c'est l'école de la deuxième chance que nous avons créée il y a 2 ans nous indique aussi des pistes à suivre. Beaucoup de jeunes qui fréquentent cette école de la deuxième chance arrivent à reprendre leur scolarité du moment qu'ils trouvent une personne qui les écoute et les encourage dans les moments difficiles. Donc si on arrivait à transposer ces pratiques dans l'enseignement initial, à faire du travail de prévention, je suis convaincue que nous pourrions réduire le nombre d'élèves en échec. Ce sont ces propositions qui sont reprises dans les projets de réforme, instauration d'un tutorat, accompagnement systématique des élèves pendant l'adolescence, conseil en orientation. Il faut dire qu'une telle manière d'organiser l'école modifie considérablement le travail enseignant. On leur demande d'être transmetteurs de savoir et éducateurs et psychologues, de se substituer aux familles défaillantes, mais également aux églises, aux associations qui étaient des institutions de transmission de valeurs communes et donc créateurs de cohésion. Et pour terminer, je voudrais vous dire les 3 défis les plus grands pour l'école. Donc, motiver les enseignants.
Comment est-ce qu'on peut donner aux enseignants la fierté de leur métier face au désintérêt d'un grand nombre de leurs élèves? L'école s'est éloignée du modèle des classes de philosophie des lycées parisiens des années 60. Les élèves ne sont plus suspendus aux lèvres de leur maître pour s'imbiber de leurs paroles. La majorité des adolescents aujourd'hui, il faut bien le constater, ne construisent pas leur personnalité autour des savoirs scolaires. Ils se plient à l'exercice et ils vont chercher ailleurs les inspirations et les découvertes qui les stimulent. Et deuxièmement, le partage des valeurs. Nous vivons un temps de migration et ce phénomène marquera le XXIe siècle et je suis convaincue que c'est le plus grand défi. Comment faire vivre ensemble des hommes et des femmes qui arrivent et ceux qui sont installés depuis longtemps? Et comment développer chez les nouveaux arrivants le sentiment d'appartenance à un mode de vie inconnu et chez les anciens l'acceptation de modes de vie différents? Il en découle pour l'école la nécessité d'organiser des apprentissages pour des enfants et des jeunes qui proviennent de cultures, de pays, de langues, de religions différentes, qui ne partagent pas une histoire commune et qui pourtant doivent construire ensemble un avenir. Dans nos pays, nous sommes déjà confrontés au communautarisme. Certains le sont plus que d'autres. Et il existe des groupes dans tous les pays qui ont la prétention de contrôler les opinions et les comportements de leurs membres, des communautés qui refusent la culture dominante et qui entendent faire respecter leur particularisme. Et dans ce contexte, l'école reste le lieu unique où peut se transmettre une lecture commune du monde qui soit différente des cultures domestiques. C'est une lourde tâche pour l'école d'être le gardien ou même le défenseur des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. Et j'en arrive à la fin, mais je ne peux pas m'arrêter sans parler d'un problème qui pèse lourd sur tous les ministres de l'Éducation. Organiser l'école coûte cher. Et nos budgets ne sont pas illimités. Et donc, je pense que l'école, pour justifier les dépenses, se doit d'être efficace. Et pour moi, l'efficacité de l'école, c'est de doter tous les élèves des compétences de base et de qualifier au plus haut niveau le plus grand nombre. Je sais bien que l'éducation ne commence pas à l'école, elle ne s'y achève pas non plus, mais elle en est le centre. Et quand je fais ce discours sur l'efficacité des systèmes éducatifs, je ne suis pas toujours bien reçue, surtout pas par les enseignants et leurs syndicats. J'essaie alors patiemment d'expliquer que parler d'efficacité n'est pas une attaque en règle contre un service public. Les partisans de l'efficacité n'ont pas, du moins pas tous, la volonté de mettre à mal l'éducation. Mais je pense qu'il est légitime de s'interroger sur la capacité de l'école à répondre au contrat social, aux attentes de la société et de s'interroger sur l'utilisation qui est faite des moyens disponibles. Non pas forcément dans l'intention de les amoindrir, mais dans le souci de les répartir et de les investir au mieux. Et je vous avoue qu'une fois quand j'ai fait l'inventaire de toutes les difficultés, je ne les ai pas énumérées toutes, on est tenté de conclure que la tâche est impossible. Mais elle vaut la peine. Et je pense que tous les jours, il faut réinventer l'école, se motiver les enseignants, motiver les élèves pour créer un espace d'apprentissage qui soit aussi un espace de vie et dans lequel chacun se sent pris au sérieux et saisit les opportunités pour se construire sa propre vie et construire ensemble un avenir. Merci de votre attention.